Bon matin. Hello. Bonjour! Hello. Bon, comment tu vas? Moi, ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Un peu fatigué, Ben, tiens donc, c'est, mais ça va bien. c'est comme la Heureuse. saison. Oui, oui, mais très heureuse. Dis donc, tu sais, comme tu fais plusieurs consultations, Jean-Yves, j'avais envie de te demander ce matin, qu'est-ce qui revient souvent? Qu'est-ce que tu vois, tu sais, dans les personnes qui t'approchent, puis que tu dis, ça pourrait tellement être, tu sais, facilement corrigé ou, tu sais, des petits trucs qui, que tu comprends pas, le pourquoi on est encore là-dedans. Comment tu ce que je veux dire? Bon, j'irai pas jusqu'à dire je comprends pas pourquoi les gens sont là-dedans parce que la prémisse d'une bonne partie de nos problèmes, c'est qu'on fait comme on se fait dire de faire. On fait comme tout le monde. On fait ce qui est tendance ce n'est habituellement pas en accord avec notre réalité biologique. Puis ça, on a déjà parlé souvent de ça, les différentes tendances. Tu sais, je vais en lancer une. La tendance VG en ce moment, c'est la chose à faire, tu vas sauver la planète. Ouais, mais si tu as mal au ventre quand tu manges des légumineuses, si la densité nutritionnelle ne te convient pas, si tout sortes d'affaires, tu n'es pas capable de le faire, mais tu t'entêtes de le faire, tu vas juste être malade. Et c'est là où il faut revenir en arrière et dire, OK, c'est vrai tout ça, là, mais à un moment donné, il faut manger pour soi et il faut manger en accord avec sa réalité biologique. Et c'est un peu ça la tendance. Comme, il y a eu beaucoup de super aliments, il y a eu beaucoup de faut que tu manges telle affaire ou tel genre de smoothie le matin. Ou, remontons dans le temps, il y a 30-40 ans, c'était la crème Bodwig. Tout le monde mangeait la crème Bodwig. Oui, mais si toi, tu es intolérant aux produits laitiers, tu fais quoi? Et c'est là où, ça, c'est un fil conducteur que j'ai tellement souvent. Alors, les demandes peuvent être très variables. Souvent, c'est des gens, bon, j'ai les deux extrêmes, hein, des gens qui ont des pathologies super compliquées, puis que personne les aide. Puis là, j'arrive et je dis, bon, OK, on va juste commencer par mettre du gros bon sens là-dedans. On va faire de la lumière sur certains processus. Je vais te faire comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens. Ah, les gens font, ah ouais, personne ne m'a expliqué ça comme ça. Tes tests sanguins veulent dire telle chose. Moi, ça me dit telle chose. Alors, si on agit de telle façon, tu vas te sentir mieux. Oh, wow. Puis là, tu vois les gens, je les vois devant moi, là. Puis tu vois l'esprit qui fait tout, 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 tout. Ah, enfin, j'ai une lumière, je comprends quelque chose. Ça, c'est un bout. L'autre bout, c'est très souvent euh, surplus de poids, fatigue, je me sens juste pas bien, peux-tu m'aider? Donc, on est vraiment dans le plus qualité de vie. Tu sais, surplus de poids, c'est assez simple à régler, vraiment, là, simple. Pas facile, mais simple. Ah, ben j'aime ça comme distinction. Oui, parce que c'est pas. Si quelqu'un. Mettons, là, je vais te mettre quelqu'un dans ma strate d'âge, OK? Il a 50, 60 ans. Cette personne-là a gagné 2, 3 kilos par année depuis 10, 20 ans. Ben, il y a quelque chose qu'elle fait, puis qu'elle n'est pas d'identifier, qui fait qu'elle prend du poids. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Puis ça, quand tu les mets à la bonne place, tu fais, OK, la rationnelle, c'est ça. Maintenant, les actions qu'on fait, c'est ça. La collection de suppléments que je te propose, blablabla. Certains sont optionnels, certains, je te recommande fortement, mais c'est toutes des suggestions. Je ne prescris pas. Hein? Je reste un pharmacien, je ne fais pas de prescription. Et je donne un coffre à outils. Mais il faut vraiment comprendre tout ça. À l'opposé, quelqu'un qui a le même pattern, mais qui, depuis 10, 20, 30 ans, est diabétique de Ah, type 2. OK. Ben là, diabétique de type 2 depuis 1, 2, 3, 5 ans, OK, facile. On va s'amuser ensemble pendant 6 mois, 1 an. Puis, normalement, la pathologie de type 2, pas de type 1, c'est une autre pathologie. On va s'amuser ensemble. Littéralement, là, c'est du plaisir et on va corriger des patterns. Puis, le diabète va. Est-ce qu'il va s'en aller à 100%? Je ne le sais pas. Mais il va certainement s'améliorer. Par contre, on a déjà jasé la distinction ensemble entre une condition fonctionnelle et une lésion.
Oui, Alors, exemple, le diabétique type 2 depuis 30 ans qui est rendu à l'insuline, puis on fait un test de peptide C, son pancréas marche plus. Ben, je m'excuse. Je vais t'aider en termes de qualité de vie, mais certainement pas pour repartir un organe qui marche pas. Hein, je ne vendrai pas de miracle. Alors, c'est ça la gamme de trucs que je fais. Mes outils, c'est en grande partie du gros bon sens. C'est beaucoup d'écoute. Des fois, c'est drôle parce que j'ai l'impression de faire la grande oreille. Tu sais, je te dis souvent en satire que je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown. Excuse, je vais baisser mon écran parce que là, je regarde. Bon, voilà. Alors, c'est mais ça. C'est du gros bon sens. et de la lumière, Jean-Yves, parce que, comme tu dis, tu sais, moi, je reprends du monde autour de moi qui ont voulu bien faire les choses. Puis, il y a une époque où on disait, prenez 2 verres, par exemple, je sais pas, tu sais, c'est mieux, ou incluez ça dans votre assiette pour vous garantir que vous allez avoir des bons os, puis pas d'ostéoporose. Puis, Ah oui, ben mais, écoute, ça, là, c'est tellement, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Il y a eu pendant 20 ans, 30 ans, des publicités sur le bord des autoroutes avec une radiographie d'un bras et un verre de lait. C'est la même époque que un c'est bien, deux, c'est mieux. Puis, tu sais, sauf que quand tu regardes sérieusement, là, la seule distinction, c'est pas le produit laitier, c'est la capacité de manger assez de protéines, de manger équilibré, d'avoir le revenu socio-économique, de faire de l'activité physique. Vois-tu, je suis pas du tout à la même place, là. non. Tu sais, Mais il y a des personnes comme ça qui ont suivi à la lettre le cercle, par exemple, canadien, qui change avec le temps, mais qui voulait être en santé. Puis tu dis, hey, au bout du compte, quand tu suis ce qui est dicté, par exemple, ou ce qu'on nous dit qu'on devrait suivre, c'est pas. Ça devient mélangeant pour les gens. Si pendant très. longtemps, ils ont gardé toujours certains produits dans leur frigo parce qu'ils voulaient s'assurer qu'au bout du compte, hey, leurs os sont pas en santé. Fait que c'est Ah oui. fâchant et c'est difficile pour ces personnes-là, rendues après avoir vécu de cette façon-là pendant 20-30 ans, de penser que c'est pas vrai nécessairement ces références-là. Puis ça, écoute, ce que tu dis là, c'est une situation qu'on appelle la dissonance cognitive. Hein, tu apprends que tu fais quelque chose qui ne fit pas du tout avec la réalité. Il y a quelqu'un qui a traduit ça autrement en disant si la réalité ne se conforme pas à la théorie, on a tendance à vouloir changer la réalité. En réalité, il faut faire l'inverse, excusez le pléonasme, mais c'est que si la réalité, les faits ne se conforment pas à la théorie, change de théorie, s'il vous plaît. Tu sais? Alors, puis tu as raison, parce que quand on se sent comme ça, on se sent trahi. Puis je vais même rajouter une couche, il y a des professionnels qui ont appris quelque chose, qui ont utilisé quelque chose qui a l'air de marcher le plupart du temps, mais des fois, ça ne marche pas. Ça prend une indépendance d'esprit pour faire, oh, attends une minute, là. Ce qu'on m'a enseigné qui devrait marcher, ne marche pas. Qu'est-ce que je fais? Tu sais? Et ce qu'on vient d'entendre, c'est un téléphone de maison avec fil. Oui, c'est le mien. Pour ceux qui ne connaissent pas ça. Donc, OK, revenons au syndrome métabolique. Donc, Oui. parce que les questions, moi, je suis allée chercher les questions que les gens voulaient te poser et tu parles souvent de la quantité de sucre dans l'assiette. Puis mettons qu'on voulait qu'on ne digère pas la viande ou qu'on veut être végé ou, donc, Puis, je répète, végé, c'est tout à fait possible. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut connaître les règles, il faut connaître les pièges. Exemple, le fer dans tes légumes verts, il est dans le légume, mais il n'est pas dans ton système. Tu l'absorbes très mal. Mais il y a une façon de désamorcer ça. Et être végé, ça s'apprend. Tu peux pas juste prendre une canne de pois chiches puis je suis végé. Ça marche pas de même. C'est beaucoup plus facile de manger omnivore parce que ça a toujours été, on a un instinct traditionnel derrière nous qui nous dit des choses qu'on a voulu nier en disant que Santé Canada est bien meilleur que ma grand-mère. Puis à un moment donné, tu fais comme peut-être pas, peut-être ma grand-mère, elle savait des affaires qu'elle ne peut pas expliquer, mais qu'elle savait, puis qu'elle appliquait, puis la famille est en santé. Alors, c'est là. Mais je ne veux pas dénigrer le végé. Je dis simplement que le végé, c'est beaucoup plus difficile à manger, équilibré, pour avoir assez de protéines, assez d'oméga 3, pas trop d'oméga 6, pas trop de glucides. Puis là, je vais répondre au début de ta question. Ma marotte, c'est de dire on mange trop de glucides.
Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Puis qu'il y a bien du monde qui dit le contraire. Il y a des gens qui vont dire que l'alimentation, c'est d'abord des grains. J'ai une nutritionniste que j'ai côtoyée qui disait qu'on devrait manger 75% de glucides. C'est comme, aïe, aïe, ton. Si c'est que les aliments bruts. Attends. Et c'est une nutritionniste. Oh oui, tout à fait. Je la nommerai pas, là, mais je l'ai entendu en conférence dire ça. Puis elle continue. Quand tu as compris ça, par rapport à d'autres choses, Moi, j'ai rien contre les nutritionnistes, mais il faut juste comprendre, si on revient, puis on va, après ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut manger le matin si on veut justement avoir des protéines, fait qu'on y reviendra. On va revenir au type de repas, mais, tout à fait. Pour faire un lien avec ce qu'on discutait au début, il faut savoir que des compagnies qui ont beaucoup d'argent, des monopoles, des lobbies, ils peuvent financer des émissions à la télé, tout ça, pour qu'on voit leurs ingrédients. Je vais être plus méchant que toi. Ils peuvent financer des émissions, ils peuvent financer des guides alimentaires, ils peuvent financer des recherches pour prouver le point. On l'a vu avec le tabac, tout ça, là. OK? Ça a été très bien démontré avec l'histoire du tabac, où on a volontairement fait des fausses études pour entretenir le doute, pour dire que c'est pas dangereux le tabac. Alors, remettez ça dans le contexte actuel. Bon, le tabac, tout le monde sait que c'est pas bon, mais les compagnies sont tellement fortes qu'ils ont créé des produits addictifs, les gens sont pris dedans. Bon, parlez des pesticides, des OGM, de ce que vous voulez. Plus tu as d'argent, moins tu as la réponse. Pas compliqué. Il y a quelqu'un qui veut pas que tu aies la réponse. Mais, puis là, c'est pas du complotisme, là. C'est juste la réalité. Quand tu as trop d'argent, le petit individu comme moi qui se casse la tête avec des recherches, ça se peut pas. Puis là, tu fouilles. Puis je suis pas con quand même, là, c'est mon domaine. Puis là, tu fais, ben oui, mais cette étude-là, puis là, tu cherches. Puis là, tu trouves, oh, Colin, je viens de comprendre. Il y a un conflit d'intérêt. Ça veut dire que dans la rédaction de l'étude, il y a quelqu'un qui est passé après les chercheurs. Mais ceci étant dit, juste à titre d'exemple, dans le guide alimentaire canadien, pas la dernière version où ils disent plus rien, là, celui avant, ou celui qui est, c'est qu'on l'a édulcoré parce que tout le monde l'attaquait, ce foutu guide-là, parce qu'il est farfelu, puis c'est le produit des lobbies, pour aller dans la direction de ce que tu viens de dire. Mais ce qui est derrière les pourcentages des valeurs nutritionnelles, tu sais, ta petite étiquette, les vécus, là, Ouais. les valeurs quotidiennes en pourcentage, vous me sacrez ça aux poubelles, ça veut rien dire. Sérieux. Ben c'est oui, basé sur, c'est basé sur une diète hypothétique, donc qui n'existe pas, idéale de 2000 calories. Bon, moi, je mange beaucoup plus que ça, puis toi, probablement pas tant que ça. Ça dépend de ton métabolisme, de ton activité. Et moi, je ne calcule pas les calories parce que Il ça faut me pas. choque. Il faut pas. Choque. Et tu sais, tu as parlé des nutritionnistes. J'ai rien contre les nutritionnistes, mais il y en a encore qui fonctionnent avec les calories, mais ça ne veut rien dire. Si quelqu'un qui mange des chips, des calories de chips, quelqu'un qui mange des calories de céleri, c'est pas la même affaire. On ne peut pas approcher la bouffe avec des calories. Puis c'est une erreur qui date des années 20, 1920, donc il y a 100 ans. Et tu as raison, ça nie tout le métabolisme hormonal, ça nie toute l'utilisation des nutriments pour autre chose que du carburant. Bon, mais au-delà de ça, là où je vais en venir, c'est que les glucides, je vais vous mettre un paquet de chiffres, là, OK? Je vais essayer de ne pas trop vous étourdir. Si tu prends le guide alimentaire, prends les valeurs quotidiennes, puis tu extrapoles la valeur des glucides, ça te donne à peu près 300 grammes par jour de glucides. Le Québécois moyen, OK? Puis je ne parle pas de l'intellectuel ou du défavorisé, je parle de la moyenne. Mange quelque part entre 300 et 600 grammes de glucides. Le chiffre à retenir dans tout ça, c'est que ton cerveau a besoin de 135 grammes de glucides par jour en moyenne chez l'individu, encore là, moyen. Puis là, les gens vont dire, c'est le minimum à manger. Non. Parce que ton organisme est très, très, très bien fait. Il ne manquera jamais de glucides, sauf s'il est en résistance à l'insuline. Puis là, il y a un phénomène paradoxal qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. On en jasera une autre fois de ça. Mais ton foie va fabriquer des glucides. Tu arrêtes de manger, tu jeûnes. En dans quelques heures, tu as brûlé toutes les réserves que tu avais. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau est en train de mourir, là? Ton foie se met à fabriquer des glucides à partir du gras et des acides aminés, ce qui fait que ta glycémie, à partir de quelques heures, elle est d'une stabilité démentielle, tellement que dans une publication c'est Jason Fung, ceux qui ont lu le code d'obésité ou l'autre affaire sur le jeûne, il parle d'une étude où on a pris des gens, ils les a fait jeûner pendant 16 jours, et dans les derniers jours, on leur a carrément injecté de l'insuline. Pas de symptômes d'hypoglycémie. Alors, pour expliquer ça, l'insuline, c'est l'hormone que je fabrique qui a comme principal rôle de faire rentrer les glucides dans mes cellules. Fait que si j'en injecte trop ou j'en produis trop, ça donne mon hypoglycémie réactionnelle, mon sucre dans le sang tombe en bas du besoin minimum.
Ça, j'en ai fait énormément de ça. Mettre des chiffres encore. 4, c'est à peu près le million. 4, 3 premiers de 4. Ben, moi, je tombais à 2. À 2, là, un diabétique fait le bacon au plancher. Moi, je suis en train de servir des clients. Fait que imaginez ce que ça veut dire. Mais tout ça pour dire que à 300, ta réaction du corps fait que, veux pas, tu vas te mettre à prendre du poids. Ou si tu es chanceux, tu n'as pas ce pattern-là de prendre du poids, tu vas avoir des problèmes inflammatoires. Éventuellement, tu vas avoir un durcissement des artères sans prendre de poids, mais tu vas voir le syndrome métabolique s'implanter. Puis c'est pour ça que notre population nord-américaine occidentale tend vers l'obésité et vers le diabète. Maintenant, et les problèmes qui s'en suivent. Exactement. Tu sais, la sensibilité à la COVID, par exemple, c'est essentiellement ça. Le syndrome métabolique, c'est le début d'un paquet de dominos qui t'entraînent vers la maladie. Merci, la maladie. Et pour citer un cardiologue de Montréal, je ne veux pas tu penses que c'est Reich, son nom de famille, son prénom, je pense que c'est Pierre, mais je ne suis pas sûr, disait en conférence à un moment donné que quand il était jeune cardiologue qui venait de sortir, puis il y avait des gens qui étaient malades cardiaques, tu sais, 50, 60, 70, puis il était obèse et tout, puis il regardait le docteur, puis il dit, docteur, je comprends pas, je fais comme tout le monde. Puis il dit, à cette époque-là, arrogant comme j'étais, je sortais de l'école, c'est ben oui, tu sais. Puis là, 30 ans plus tard, il fait, ben oui, ils font comme tout le monde. Ben, c'est là le problème. Et c'est ça qui est choquant. Et tu l'as déjà, parce que tu as fait un webinaire. Si quelqu'un est intéressé par ce sujet-là de l'obésité ou de la grosseur ou de comment perdre ce surplus-là avec juste les bonnes façons et comprendre la logique derrière ça, tu l'as fait ce webinaire-là. Et c'est maigrir envers et contre tous. Hein, c'est ça? Exactement. Puis le titre est choisi hein, parce qu'on est dans un environnement qu'on appelle obésogène. On nous pousse vers ça, littéralement. Et on ne comprend pas parce qu'on se dit, mettons, hey, je suis végé, je vais manger des pâtes, je ne devrais pas prendre de poids. Ou, tu sais, je mange bien parce qu'on m'a toujours dit que ça, c'est bien manger, puis je me ramasse avec une couple de kilos de trop, puis c'est une couple de kilos de trop par année. Fait que c'est le problème. Donc, pour revenir à la logique des glucides, à partir de 300 ou quand tu en manges trop par repas, tu as une pointe d'insuline, puis à chaque fois, ça augmente, puis à un moment donné, ton taux de base est trop élevé. Fait que là, il y a l'effet pervers qui apparaît de l'insuline, qui n'est plus juste de faire rentrer des nutriments, c'est de t'empêcher d'aller les chercher. Ah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des belles grosses réserves qui grossissent tout le temps, mais tu as faim parce que tu n'as pas accès, tu fais de l'hypoglycémie, tu vas chercher de la fringale, tu te mets à manger tout le temps, tu grignotes, tu manges 6 fois par jour. 3 collations, parce que c'est absurde, mais on s'est fait dire que c'était correct. Et Jean-Yves, tu sais, il faut que ces personnes-là, et nous, notre regard sur ces personnes-là, ça ne peut pas être de la culpabilité. Jamais. Parce que c'est de l'incompréhension et c'est vraiment de la faute de l'environnement et de la faute de ces lobbies-là ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on dit et de ce qu'il y a sur les tablettes. Ben oui! À 95% des épiceries, c'est tout transformé, c'est toutes des affaires que notre corps ne reconnaît pas, c'est pas des affaires mangeables. Et là, tu touches à un point très, très important. La personne qui a un surplus de poids, voire la personne obèse, on a, comme société, un regard méchant. Oui. Puis on sous-tend la phrase, tu l'entends dans les magazines santé, dans toutes sortes de choses, c'est « tu manges trop, tu bouges pas assez ». Ça veut dire quoi? Tu es paresseux, tu manques de volonté. Est-ce qu'on peut mettre une grosse croix là-dessus? La culpabilité, ça ne sert à rien. Le regard du jugement des autres, on peut le sacrer aux poubelles. C'est pas de leur faute. C'est un problème métabolique, un problème hormonal qui est dû à une mauvaise qualité d'alimentation. Je vais donner un détail. Juste sans changer la qualité de ce que tu manges, tu fais juste manger sur une plage horaire plus petite. Au lieu de manger sur 16, 18 heures, ce que le port des... Tu sais, il se lève, puis il mange, puis il grignote, puis il se couche, puis il mange encore. Rapetisse ça en dedans de 12 heures. Tu es capable de faire mieux que ça. Donc, déjeuner vers 7 heures, dîner, souper vers 18 heures, tu manges en dedans de 12 heures. Si tu peux faire plus petit que ça, tant mieux. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Une chose. Naturellement, tes choix alimentaires vont évoluer. Ils ne changeront pas drastiquement, mais ils vont évoluer. Mais le plus important, c'est que tu vas donner le temps à ton corps, le 12 heures de vide, là. Tu vas donner à ton corps le temps de métaboliser et d'utiliser correctement, de se réparer, d'améliorer ton microbiote. Et oui, juste avec le temps, il y a plein de choses comme ça. Tu fais comme, tu sais, la vision occidentale, c'est très fragmenté. Hein. Le microbiote, l'inflammation. Non, on est une personne. Faut-il le répéter? Là, on est une personne. Wow!
Alors, c'est tout ça, là. Alors, revenons à mon... on va finir mon Et, sujet des glucides. et tout le monde devrait être concerné parce que tout le monde, à un moment donné, se met à prendre un petit tour de taille. Ben Donc, oui, c'est on n'est pas normal. obligé d'être obèse pour mal manger. On n'est pas obligé d'être en gros surplus de poids. C'est comme tu dis, 2 kilos par année. Tu fais, oups, je ne rentre plus dans mes pantalons. Bon. Et ça s'installe. Et ça, Bon, puis... c'est le syndrome métabolique. Exactement. Puis je vais aller plus loin que ça. Il y a un médecin anglais qui s'appelle Asim Malhotra. Doctors in the House, ceux qui ont écouté ces affaires-là, c'est disponible sur YouTube. C'est une émission anglaise. Il y a des médecins qui vont chez le monde, littéralement, et vont jaser avec eux autres, puis ils vont changer des petites choses dans la maison. De l'alimentation, des trucs de sécurité. Puis Asim Malhotra, c'est un cardiologue. Il vient d'écrire un petit bouquin, 21 Days, The 21 Day Plan for Immunity ou quelque chose comme ça. Donc, l'immunité en 21 jours. Puis, il nous répète une affaire, le poids santé, ça n'existe pas. Il existe la santé métabolique, mais le poids santé, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui sont minces, il y a un pourcentage de gras dans le plafond, ils n'ont pas de masse musculaire, ils sont quasiment diabétiques, mais ils ne sont pas gros. Alors, il faut faire attention à ce qu'on s'est fait inculquer. Donc, moi, quand je parle de glucides, je vais dire aux gens, essayez de manger en bas de 100 grammes de glucides par jour ou 30 grammes par repas. Et là, ça te permet de manger n'importe quoi, mais il faut que tu sois conscient. Mais tu ne peux pas manger un immense spaghetti sauce tomate. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de gras, il n'y a que des glucides. Et c'est ça qu'on mange. Ben oui, je sais. Et le matin, on mange des céréales avec du jus ou du pain, avec de la confiture. Ou d'autres tartinades. Alors, Yves, donne-nous des exemples. Les gens veulent savoir. Toi, tu sais, sans aller jusqu'à ce que toi, tu manges. Parce que, bon, je peux bien parler de ce que moi, je mange. C'est un exemple. Mais l'idée, c'est que, première phrase que je répète ad nauseam, là, à tout le monde, un repas, c'est d'abord une source de protéines. OK? Parlons même pas de quantité. Là. Il faut que quand tu manges, tu dis, OK, dans mon repas, je sais que, OK, ma poignée de noix dans ma collation, dans mon repas, OK, j'ai des protéines, c'est correct. Mais tu sais, si on revient au farfelu qu'on vient de dire, là, toast, confiture, jus d'orange ou gros spaghetti sauce tomate, cherche-là tes protéines là-dedans, là. Viens pas me dire que le gluten du pain, c'est une protéine assimilable. Non, ça ne l'est pas. T'sais. Et des pâtes, c'est du sucre. Exactement. Alors, il faut revenir à cet équilibre. Il y a 3 macronutriments. Les glucides, et les glucides, c'est pas juste les sucres, c'est aussi les amidons, les pains, les pâtes, les patates, les féculents. Glucides. Les lipides, c'est tout ce qui est huile, mais aussi dans les aliments gras. L'avocat, par exemple, les olives, pas juste l'huile d'olive. Et les protéines. Les protéines, c'est mes blocs de construction. Alors que tu sois dans le monde végé, là, je vais te parler du soya, du tempeh, des noix, de la farine de lupin, pas toutes les légumineuses qui sont très, très, très glucidiques. C'est là que ça prend ton intelligence, comprendre ce que tu fais. Mais tu veux, puis là, on peut parler de toutes les viandes, les poissons, les œufs. Les œufs, c'est souvent le bridge, c'est le pont entre les deux, entre le monde végé puis le monde plus omnivore, parce que les poules bien élevées, tu les tues pas, ils pondent un œuf par jour anyway. Alors, aussi bien avoir des poules qui sont bien entretenues, qui bougent, qui ont puis ça existe sur le marché, c'est plus cher, mais ça existe, contrairement à la production industrielle qui est, bon. Horrible. Donc, revenons à c'est quoi un repas. Conçois ton repas d'abord avec une source de protéines, assez de gras pour pas avoir faim, puis si tu as de la place, tu mettras des glucides. Tu as l'intérêt qu'il y a une catégorie qui ne rentre pas là-dedans, c'est tout ce qui est légumes, hors terre, légumes feuillage, où la quantité de glucides est tellement petite que tu les comptes même pas. Tu en mets à ta salade complète, par exemple. Tu n'as pas besoin de la compter. Par contre, il ne faut pas qu'elle remplace ton plat principal, parce que tu as besoin de densité nutritionnelle. Alors, si tu prends un déjeuner, tu peux parler d'avoir des œufs, puis enlever de notre idée qu'il ne faut pas manger plus que tant d'œufs par semaine. C'est basé sur des lobbies, c'est basé sur la notion que le cholestérol alimentaire a un impact. Non, le cholestérol alimentaire n'a pas d'impact sur le cholestérol sanguin. Tu pourrais prendre 2 œufs tous les jours, 7 jours. 2, 3, 4 si tu veux. Tant que c'est de la bonne qualité, j'ai pas de problème. Tant que tu as faim pour les manger, j'ai pas de problème. Et dans les œufs, protéines, et là, on parle, je sais qu'on parlait tantôt de vegan, mais est-ce que tu as du gras aussi dans Ben les oui, œufs? un œuf, là, moyen. OK? C'est à peu près 5 grammes de gras, 6 à 7 grammes de protéines, puis 1 gramme de glucides. Ça, c'est un œuf. Déjà, tu as un équilibre, là. Tu sais, j'ai une amie qui avait changé complètement, qui était devenue végane. Excusez, c'est encore mon téléphone? C'est son téléphone de maison avec fil. Donc, qui est devenu végane, ses deux enfants avaient des problèmes. Là, tu sais,
ça a vraiment changé la donne. Oui, Donc, mais au-delà de VG, pas VG, là, le simple fait d'avoir fait ce move-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? elle a Fort pris probablement, conscience. elle a pris conscience de ce qu'elle mange, puis elle a probablement éliminé un paquet d'aliments transformés. Ah, ben oui. Ben oui. OK? Mais il faut faire attention parce que tu l'as dit toi-même en introduction, tu peux manger végé pourri, là. Tu peux manger Absolument. super transformé, tu sais, des saucisses de fausse viande, puis des faux burgers. Regardez les ingrédients, s'il vous C'est plaît. horrible. Et je comprends pas pourquoi imiter, en tout cas. Mais à un moment donné, elle me disait, Jacinthe, je pense que je vais réintroduire les œufs dans l'alimentation parce qu'elle avait compris qu'il manquait. Mais ça, c'est il y a Bon, des années. puis parlons de ça. Tu as une qualité de protéine assimilable. L'albumine, ton blanc d'œuf, c'est une protéine très assimilable. Attention aux œufs crus. Il y a une limite parce que tu as une enzyme dedans qui n'est pas là. Fait que mange-en pas trop. Mais des œufs cuits, des œufs dans des recettes, fais bien ce que tu veux. Mais il y a un nutriment qu'on oublie bien souvent, c'est la choline. La choline, c'est un membre des vitamines B, mais on n'a pas mis de chiffre dessus. C'est tout récent, c'est début des années 2000, on a mis une valeur pour l'apport nutritionnel. Avant, il n'y en avait pas. Mais la choline, c'est quoi? C'est une substance que mon corps utilise, pour faire des neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine. Le neurotransmetteur, tiens-toi bien, de la mémoire, du mouvement. Alors, tu fais que, ah, ben non, OK. Alors, si j'ai pas assez de choline, puis le cerveau, le corps va utiliser ce qu'il a comme choline dans certaines choses, pas toujours aux bonnes places, parce qu'on a plusieurs fonctions. Une autre fonction, faire de la bile en bon état. Si j'ai pas assez de choline, ma bile est en moins bon état, j'ai tendance à faire plus de la bile compacte, j'ai tendance à aller plus proche des calculs. Fait comme, oh, t'as une minute, là. Donc, c'est une source biodisponible, donc assimilable. Arrêtons d'avoir peur des aliments, là. Et tu vois, à un moment donné, la silice que j'ai, elle est stabilisée avec de la choline. Oui, OK. Ça, C'est autre chose. c'est complètement d'autre chose parce que la quantité de choline que tu as là-dedans, elle est minime, on la OK. contrôle même pas. OK. C'est juste que c'est une substance qui va permettre à ton métal, la silice, c'est un minéral, de rester en suspension. Fait qu'on on va mettre une petite bulle de lécithine autour, puis là, elle flotte. La marmotte commune, on parle des gras saturés. OK, vous allez aussi oublier que les gras saturés, c'est pas bon. Ça vient d'une mauvaise école. Oui, manger des gras saturés, n'importe quel va augmenter ton LDL, mais pas le mauvais cholestérol, pas le ApoB. C'est comme des grosses boules de watts qui flottent. Le gras saturé, écoute, je peux te sortir full études qui contredisent ce qu'on s'est fait enseigner depuis 50 ans, comme quoi le gras saturé, il faut le limiter. Et il y a plein d'études, des revues, j'en ai une série, là, qui vont juste te dire, on n'a jamais montré que c'était dangereux pour le cœur. D'augmenter les gras saturés, oui, ton LDL au début va se mettre à monter puis va rebaisser. Puis au total, tu vas être en meilleur état. Pourquoi? Parce que c'est un gras qui n'est pas pro-inflammatoire, puis qui est stable à la cuisson. Fait qu'à un moment donné, il est temps qu'on prenne tout ce qu'on s'est fait imposer comme étant une vérité, puis qu'on revienne en arrière. Attends une minute, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ben, c'est pas. OK. Dans les gras, ce qu'il faut vérifier, c'est la quantité d'oméga 9. C'est ça qu'on a. Donc, 6. Les 6. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Et là, vois-tu, tu tombes dans une distinction fort importante. Il y a, faisons vite, tu as les saturés, puis là, j'ai déjà fait avec vous ma petite chimie, oui, c'est dans le bouquin, Pro stress, bad stress. Si vous êtes un peu là, mélangé ce matin, la base est vraiment dans le livre aussi là, pour l'alimentation. Bon. Les gras trans, la majorité sont des gras industriels. D'ailleurs, il y a c'est Dr. Drax ou un autre Américain qui dit « La nature ne fait pas de mauvais gras, seules les usines en font ». Ah, ben j'aime ça. OK? Oui. Alors, les gras trans, c'est industriel. Par contre, dans les produits laitiers, il y a un gras trans particulier qui, lui, est bon pour la santé. Fait que faites attention aux mots, encore une fois. Mais bon, saturé, on fait ma petite chimie, là, c'est un chapelet de 18 boules qui sont mes atomes de carbone. Il y a, entre chaque boule, j'ai une ligne. Il est saturé. Quand on parle de insaturé, quelque part dans la chaîne, j'ai 2 lignes en 2 boules. Ça, c'est monoinsaturé une fois. Oméga 9, l'huile d'olive. L'oméga 7, la noix de macadam. L'oméga 5, c'est ça, très rare, tu vas le trouver dans la grenade. Bon. Maintenant, tu as 2 liaisons. Ah, OK, là, tu tombes dans le polyinsaturé. 2 places où il y a 2. Puis là, il y a 2 familles. Les 6 puis les 3. C'est quoi la différence? Reprenons mon 18 carbone, un petit chapelet. Part de la boule au fond. Voilà. Alors, tu as la tête, puis tu as la queue. La queue, c'est le carbone oméga. Tu montes 1, 2, 3, oméga 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oméga 6. Pourquoi c'est important?
ton corps ne peut pas transférer un 3 en 6 et ce sont 2 gras essentiels. Tu ne peux pas les fabriquer, tu dois les prendre dans ton alimentation. Tous les autres gras, toutes, incluant le fameux l'huile d'olive, l'acide oléique, l'oméga 9, qu'on dit qui est si bon pour la santé, tu peux le fabriquer. Ah, Mais pas les 3 ni les 6. Alors OK. pourquoi on va ensemble, tu as dit, il faut faire attention aux 6, absolument. Pourquoi je dis il faut les réduire, les 6? Parce qu'il faut aller chercher un équilibre entre Merci. les 3 et les 6. Et les 3 sont plus instables, sont moins présents. Dans la bouffe industrielle, il y a 2 grandes huiles, autant dans les produits qu'on mange que ceux qu'on utilise pour maltraiter les animaux. C'est le maïs et le soya, qui sont 2 sources de 6. J'aime ça que tu dis ça pour maltraiter les animaux. Oui, Parce c'est... qu'on les nourrit de maïs On les rend malades. pas manger. Et moi, je me souviens, j'avais fait un atelier à un moment donné avec une personne qui avait des animaux, puis elle disait qu'il fallait les dégazer régulièrement parce qu'ils ballonnent. Les animaux ne devraient pas manger ça, ils devraient être dehors manger de l'herbe. Et on leur donne du maïs. Pour tous les ruminants, hein, les ruminants, ça mange du foin. On peut supplémenter avec certaines choses, vrai comme toi puis moi, on prend des vitamines. Mais de là à changer leur alimentation pour qu'ils soient plus productifs et plus gras et plus... Non. D'autant plus que si tu prends le modèle puis je vous encourage à lire Michael Pollan, A Tale of Three Meals. Non, The Omnivore's Dilemma. Je ne sais pas le titre français. Puis là, il te raconte différents repas en partant de la production. Puis un exemple, il achète un bovin, littéralement chez le producteur, puis il le suit dans la chaîne. Alors, le bovin, il est quelque part dans l'Ouest américain, il batifole dans le champ, c'est le fun. À 18 mois, on le met dans un truck, on le ship au Texas, il rentre dans un parc d'engraissement, puis on le nourrit littéralement de marde. C'est du maïs, du soya, du gras animal, de la protéine animale qu'il n'est pas supposé manger, des antibiotiques, des hormones, puis on le toffe là-dedans X temps, à la limite, parce que si on toffe plus longtemps, il est trop malade, il n'est pas utilisable, puis là, on te l'abat de façon inhumaine. Inhumaine, et après, on le voit, la viande, pour pas qu'elle soit contaminée, on la passe au chlore. On a plusieurs viandes combinées ensemble. Oui, là, tu fais référence au pink sludge. Dieu merci, au Canada, on ne l'a pas beaucoup eu. On a, étant donné que tout était dans ce monde-là, tout est industriel, donc la contamination des aliments est hyper fréquente. Fait qu'on a trouvé un processus, c'est pas du chlore qu'on met dedans pour ça dénature, c'est de l'ammoniac. Anyway, ça te fait une affaire qui a l'air de la viande hachée, mais c'est comme... En tout cas, puis ça fait un jus rose. Contrairement à ce qui se fait ici, OK? Les abattoirs sont plus petits, même Olimel et compagnie, les abattoirs sont plus petits. Puis moi, personnellement, je vais faire des efforts, des pieds et des mains pour trouver quelqu'un qui a une petite production, qui fait des petits abattoirs, puis il y en a de plus en plus, parce que je ne suis pas tout seul dans mon monde, pour trouver une place où on respecte les animaux, où même l'abattage est fait de façon humaine. L'alimentation, tu viens de parler des bovins. Un bovin, ça mange du foin. Ça grossit moins vite, mais ça mange du foin, puis c'est fait pour être en santé. Mais tantôt, on a parlé des poules. Tu sais, moi, comme je vis sur une terre agricole, quand je suis arrivée ici il y a 15 ans, puis que j'ai réalisé que je peux avoir des animaux pour mon plaisir à moi, tu sais, les sauver, ou tu sais, j'ai sauvé des oies, justement, de l'abattage, tout ça. Mais quand je leur ai donné de la moulée, moi, je suis allée à la meunerie, je leur ai demandé, j'ai dit, donnez-moi de la moulée. Je n'étais pas consciente qu'il fallait que je demande de la moulée bio. Puis là, l'oie s'est mise à tellement engraisser vite qu'elle n'était plus capable de marcher. Après deux semaines, là, elle était plus capable de soutenir son poids. Quand j'arrivais à la meunerie, j'ai dit, j'ai un problème avec mon oie. Ils sont tous partis à rire. Ils me regardaient comme, tu sais, la fermière de ville, là. Et c'est vrai ce que j'étais ça, mais ils m'ont dit, ben oui, on les fait grossir vite. Fait que, tu sais, même dans toute la volaille, ça marche pas. C'est ça. Puis, si tu veux t'amuser, prenons l'exemple de ton oie, là. Une oie dans la nature, là, ça mange pas des graines. Ben non. Ça mange des racines, des insectes, de la terre, toutes sortes d'affaires. Oui. Le poulet c'est un omnivore, c'est un insectivore. Ouais. On a toute l'image de la bande dessinée là, où tu as la poule qui tire sur le verre. Là. On l'a toute vu quelque part enfant. Ouais. Mais c'est ça la réalité. Alors, quand il vit sur un plancher de béton, là, il y a quelque chose qui marche mal. Ben non. Alors, encore là, la moulée biologique, ça sent bon. Tu sais, quand tu prends ça, tout de suite, j'ai switché, mais en tout cas, puis l'histoire est belle là, à la fin. Mes animaux sont heureux. Revenons à ce qu'on met dans notre assiette. Oui. Déjeuner,
Le smoothie. Les exemples de déjeuner, OK? Ouais. Si tu vas dans le monde du smoothie, on en a déjà discuté, attention à la quantité de sucre, à la quantité de fruits. Parce que ça, encore là, vois-tu, on s'est fait, tu sais, les fruits, c'est bon. Je suis le premier à le dire, mais je vais vous dire, limitez-les parce que c'est trop sucré. Puis ça, c'est le deuxième bout de message qu'on n'a pas reçu. Alors, les gens, excuse-moi, les gens vont se mettre 3-4 fruits, une pomme, une mangue, poum, et puis c'est ça leur déjeuner. Non. Il y a où ta protéine et où ton gras? C'est un équilibre qu'il faut chercher. Et en ce moment, on a surdimensionné les sources de glucides. Les fruits sont des sources de glucides. Alors, ton déjeuner, si tu veux aller dans le monde du smoothie, c'est quoi ta source de protéines? Est-ce que tu mets du beurre d'amande là-dedans? Est-ce que tu mets des noix là-dedans? Est-ce que tu mets une poudre de protéines là-dedans? Est-ce que tu as une source de gras là-dedans? Tu veux recréer un aliment complet. Mais attention à une chose. L'usage du smoothie ou de l'extracteur, peu importe, le truc liquide, va bypasser, d'une certaine façon, excusez l'anglicisme, ton seuil de satiété. Fait que tu peux, avec un smoothie, en manger trop. Pareil. Parce que ça va vite. c'est prédigéré. Fait que t'as pas l'air. C'est pré-mastiqué, c'est rapide à boire, c'est souvent froid. Puis là, j'entends mon copain acupuncteur, il dit « Ouais, mais frette le matin, ça se fait pas. » OK, minute. Parce qu'en médecine chinoise, le milieu du corps, l'estomac, on appelle ça le foyer moyen. Puis quand tu fous de la glace là-dedans, ben, tu ralentis le feu du foyer. Alors, c'est pas bête de dire peut-être que j'aurais mangé chaud le matin, surtout l'hiver. Wow. Ah, tiens donc. Voyez-vous comment on peut toujours regarder de plusieurs façons, puis aller chercher là-dedans l'affaire qui me fait raisonner. Alors, si moi, je suis heureux avec mon smoothie, ça va bien, pas trop froid. J'ai une femme que j'ai suivie, et elle, il y a de la glace partout. J'ai dit, peut-être que tu aurais enlevé la glace. Oui, mais j'aime ça. Oui, mais OK, tu m'as pas dit il y a 3 phrases que tu étais gelé tout le temps? Oui, ben voilà. Tu sais? Puis ça, c'est le genre d'évidence. Tu sais, la poutre et la paille, là, c'est plus facile de voir la poutre, la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Ça vient de la Bible. Cette phrase-là, c'est vrai. La fille, elle ne savait pas. Elle faisait pas le lien entre j'ai froid puis je bois la glace. Et moi, ça prend quelqu'un comme moi pour lui dire. Tu le sais que, tu sais, je prends un smoothie le matin. Avant, j'en prenais beaucoup plus, j'en prends, mais je tiens à dire que je ne prends pas de sucre. Maintenant, je le précise, je ne prends pas d'autres sources de glucides dans ma journée. Et là, faut qualifier. Là, ton exemple est très, très bon parce que c'est ta réalité, puis ça fonctionne chez toi. Fait que qui suis-je pour la critiquer? Par contre, la personne B, toi, tu es la A, la B, elle a une résistance à l'insuline. Si je prenais sa glycémie le matin, au lieu d'être à 4,5, elle est à 7,8. Elle n'est pas encore diabétique, mais elle s'en vient. Elle, là, ce que tu fais là, ça ne marchera pas. Là. Ben non. OK? Alors, chacun sa réalité. Mais dites-vous que le déjeuner, c'est encore et toujours le repas le plus important. Mais là, qualifions, c'est quoi un déjeuner? C'est le repas qui coupe le jeûne. Alors, qu'il soit à 7 heures le matin, qu'il soit à midi, je m'en fous. Le premier repas de la journée, c'est ton déjeuner. Ah, on vient de changer de registre, là. Et lui doit être riche en protéines, riche en gras, avec un peu de glucides. Parce que si tu vas vers la tendance actuelle, riche en glucides, pauvre d'un deux autres, ben là, tu t'enlignes vers la prise de poids, vers l'hypoglycémie, vers toutes sortes de problèmes. Alors, tu sais, on peut juste donner des idées pour que les gens commencent à voir qu'est-ce qu'il y a dans leur garde-manger qui contient des protéines ou des gras. Tu sais, mais un pain comme ton pain, ta recette de pain. Mes recettes de pain sont tout à fait conformes. Le pain aux noix, c'est riche en protéines, riche en gras, pauvre en glucides. Le pain à farine de coco, il y a un peu de gras, un peu de protéines, mais il y a surtout faible en glucides. Il y a genre 3 grammes de glucides par petit pain. Fait que c'est vraiment... Tu peux faire ce que tu veux avec. Des œufs, c'est une bonne idée. Et des tartines. Oui, vas-y. Des tartinades de beurre de noix, c'est ça que j'allais dire. Bon, les beurres de noix, les tartinades végé à base de tofu, de tempeh, de ce que tu veux, fait maison, cool. Attention dans les noix au cachou, qui est très riche en glucides. Si vous êtes plus comme moi, ben, les crotons, les rillettes et autre chose, ça fait très bien. Mais ton matin, il doit être dense, c'est lui qui part le système. Parfait. Si, par exemple, on mange de la salade, parce qu'on aime ça, on peut rajouter des noix. Si vous mangez des œufs sans cruauté, vous pouvez rajouter des œufs, des avocats comme source de gras, absolument, du tempeh, du tofu. Tu sais, le tofu, il y a plein d'options. Ouais. Il y a plein d'options que tu peux faire. Il faut juste commencer à lire les étiquettes, puis se conscientiser de l'omniprésence des glucides, surtout des glucides raffinés. Bon, je vais répondre tout de suite à Cossette Leduc, je ne sais pas trop son nom au complet. Est-ce que je recommande le jeûne intermittent? C'est une très bonne question. Je le qualifie en disant, si c'est facile, allez-y. Mais si c'est un défi,
on a d'autres choses à régler avant de le faire. Parce que c'est un très bon outil. Premier commentaire sur le jeûne intermittent, c'est réduisez la plage horaire où vous mangez. 12 heures. Pensez pas nécessairement faire 16-8, juste 12 heures. 12 heures off. 12 heures de vie, 12 heures off en termes de digestion. Parce que si on prend un petit morceau de chocolat, mettons, à 11 heures le soir, là, est-ce qu'on tu actives ton système digestif pareil. OK. OK? Ça s'appelle des... C'est sûr que si tu as faim pour une collation, mange. Mais pose-toi la question, le repas d'avant, là, est-ce qu'il manquait pas quelque chose? Il manque sûrement du gras. Parce que Du gras ou des protéines ou des deux. Tu sais, il manque quelque chose. OK. Alors, ça, c'est la question. L'autre point, c'est quand tu manges le soir, est-ce que tu as faim? Ou tu n'es pas dans un pattern réactionnel de programmation, je suis assis devant la TV puis je grignote. Oui, c'est ça. Et parce Une fausse faim. La bouffe, c'est émotif aussi. Ben oui. Le fromage, est-ce que c'est OK? Regarde, Jean-Yves, j'aimerais ça que tu abordes juste la notion que si on a des problèmes de peau, comme l'eczéma, comme de l'acné, par exemple. Au lieu d'aller dans un problème, je vais dire deux affaires. Okay. La protéine laitière, non, ce n'est pas inflammatoire chez tout le monde. Mais oui, ça l'est chez certains. OK? Parce que j'ai plein de papiers là, où on a essayé de voir si le fait de manger des produits laitiers augmentait les marqueurs d'inflammation, puis il arrive toujours à la conclusion, non. Par contre, chez beaucoup de gens, oui, j'en suis un. Si ça te fait faire des mucus, si ça te fait faire des problèmes de peau, si ça te fait faire, tu te sens juste pas bien, ça te donne de la diarrhée ou du ballonnement, peut-être que ce n'est pas des aliments pour toi. Hey, du mucus, okay. C'est bon. Il faut que tu dises, c'est quelqu'un qui est toujours congestionné, des sinusites à répétition, des otites. Première affaire, là, que ce soit un enfant ou un adulte, sinusite et otite à répétition, pense donc juste faire le test d'arrêter les produits laitiers. Peut-être pas à vie, juste quelques semaines, voir comment tu fais. Faites juste ça. Mais au-delà de ça, les produits fermentés de lait, les fromages, les yogourts, les kéfirs, font partie de l'humanité depuis avant l'agriculture. Ça fait longtemps qu'on en mange. Les bovins ont suivi les humains dans toutes les cultures. Fait qu'à un moment donné, ton corps a comme adapté, puis oui, on est capable de le digérer, mais pour certains, moi, par exemple, c'est très pas pour moi. J'ai une grosse intolérance. Par contre, le lait liquide, culturellement, c'est récent. Ah, ben. Parce que, ben oui, il n'y a pas de frigo. Fait que du lait, ça rancit en quelques heures. Là. Ça surit, cette affaire-là, à température pièce. Alors, le lait, on allait le garder pour l'enfant où, par malheur, la mère ne pouvait pas allaiter, quand on n'avait pas de nourrice dans le village, parce qu'il y avait des nourrices à cette époque-là. Mais tu remontes avant le frigo, là, le lait liquide, c'est rarissime. Et le frigo est arrivé quand? Quelque part au début du 20e siècle, il s'installe, puis il colonise la planète après la guerre. Donc, tu sais, c'est important de le dire. Si on a 80 années, ça se peut qu'on ne soit pas habitué à ça. On va tellement plus loin que ça. Il y a des gens qui vont te dire qu'il y a bien des choses qui datent de l'agriculture où le corps n'est pas encore adapté. Puis, tu sais, je vais faire un point satirique, une petite phrase un petit peu satirique. L'agriculture telle qu'on la conçoit dans l'Occident commence quelque part il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, dans le coin de ce qui est la Syrie, l'Irak, le Tigre, l'Euphrate, là, ce coin-là. Et on aurait trouvé un hybride naturel de 2 graminées qui a fait le premier blé. Mais toi puis moi, là, c'est du gazon, cette affaire-là. Là. C'est des grosses graines de gazon. Et là, tu fais comme, attends une minute, là. Les gens qui ont mangé ça la première fois, ils devaient avoir faim en maudit. Il a dû y avoir une catastrophe pour que le gibier disparaisse et qu'il y avait juste ça à manger pour que l'évolution parte il y a 10-12 000 ans. Wow! Quand tu te mets à penser comme ça, tu fais, attends une minute, il s'est passé quelque chose, là. Parce que l'humain, depuis 2,5 millions d'années, quand il est descendu de l'arbre, c'est un chasseur-cueilleur. Au départ, un cueilleur seulement, puis évolue, puis dans le temps, oubliez la notion de l'humain sauvage dans une savane, là, il part de la forêt, puis il se ramasse probablement sur le bord de la mer. Mais toujours est-il qu'il est devenu un charognard, il a mangé les restants des autres, parce qu'on n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, mais on a une intelligence, puis on travaille en groupe. Fait qu'on est devenu, au fil des millions d'années, le prédateur le plus puissant de la planète. À tel point qu'on est devenu le prédateur de l'un de l'autre. Mais ça, c'est une autre affaire. J'aimerais ça parce que là, tu sais, tu abordes la notion d'hiver, de pas de frigide, tout ça. À un moment donné, on a quand même bien mangé des patates.
Puis, Ah, ben c'est d'autres choses, là. Attends, puis, moi, mes fils et mon chum parlent des samouraïs qui mangeaient du riz parce qu'ils disent on va manger du riz. Puis moi, je suis tout le temps là. Oh, non, pas de riz. Non, pas de patates. Tu peux manger du riz. Puis, petit truc en passant, riz et patates, une fois refroidis, ils ont 50% moins de glucides parce que ton amidon s'est transformé en amidon résistant puis il se comporte comme une fibre dans ton intestin. Petit truc en passage. C'est écrit dans mon livre. Ben voyons donc. Fait que, si tu les manges froids, attends, mais si non, tu les fais refroidir. J'ai jamais dit de manger froid, là. Alors, tu peux prendre ta patate, la faire cuire, la faire refroidir, puis la faire réchauffer après. Ton amidon, la transformation chimique lors du refroidissement fait un amidon résistant. Bouquinez ça sur l'Internet, amidon résistant. Ça permet d'avoir des sources de glucides qui sont moins à un index glycémique plus bas. Parfait. Puis je vais corriger ta gang parce que les samouraïs n'étaient pas des mangeurs de riz, c'était les paysans qui étaient des mangeurs de riz. Il faut vraiment voir son histoire à ce niveau-là. OK. Quand on prend un aliment qui est sucré, donc il y a des glucides comme la patate, le riz, les fruits, il faut faire moins, donc quantité de glucides, moins fibres, donne la quantité de glucides nets pour savoir ce que tu manges. Parce que les glucides nets sont ceux que j'absorbe. Alors, si tu prends ta farine, si tu prends ta mangue, si tu prends ta banane, ben va sur Google ou l'étiquette quand tu en as un et tu prends la ligne des glucides moins la ligne des fibres. Puis ça donne la partie des glucides que ton corps absorbe. Ceux qui sont amidon, sucre, que le corps absorbe. Parce que les fibres, le corps les absorbe presque pas. Il en absorbe une partie une fois métabolisée par les bactéries, mais mettons qu'on ne les comptera pas, celles-là. Absolument. OK. Les fibres, là, c'est quand même important, Jean-Yves. Ben, c'est vital. Okay. Par contre, attention. Oui, c'est vital. Oui, c'est important pour le transit intestinal. Oui, c'est important pour le microbiote des bactéries, parce que des bactéries qui se nourrissent des fibres solubles, c'est tout vrai. Mais je vais te lancer deux histoires, là. La première, c'est des enfants épileptiques à qui on met sur une diète cétogène très stricte, n'ont pas de problème de constipation. Et ils mangent presque pas de fibres. L'autre histoire, c'est mais comment ça marche? OK, dis-toi qu'une bonne partie de tes selles, c'est pas des fibres, c'est des cellules que ton corps élimine. Oui, mais les fibres, ils font quand même le ménage. C'est eux quand même. C'est une image un peu facile, ça. C'est, comme j'ai dit, les fibres sont très importantes, mais mes deux extrêmes, c'est les cas de céto-strict ou de céto-carnivore qui n'ont pas de problème de constipation, qui font des selles bien formées, pas difficiles, etc. L'autre côté, tu as des gens avec des intestins irritables, quand tu mets plus de fibres, ils bouchent, littéralement. Ils ont mal au ventre, ça ballonne, puis ils constipent. Alors, il y a comme un équilibre, et encore là, on tombe sur l'individu. Oui, c'est important d'avoir des fibres. Est-ce que c'est important d'avoir le 35 grammes par jour qu'on nous recommande dans le guide? Je ne le sais pas. Il y a des gens pour qui c'est vital. D'autres, tu fais comme, ben, je suis pas sûr. Puis surtout, les gens qui ont de la constipation chronique. Dites-vous que si vous avez un problème chronique, constipation ou d'autres choses, peut-être que quelque chose que vous faites en pensant que c'est bien depuis tellement longtemps, c'est peut-être pas la bonne affaire pour vous. Il faut se mettre à penser autrement quand on a une condition chronique qui a évolué dans le temps où vous avez toujours été le même. Bien, peut-être que si vous avez toujours été le même, ce que vous faites en pensant que c'est bien, c'est pas bon pour vous. Vois-tu la logique qui apparaît là? Absolument. Puis là, c'est de l'individu. C'est très individuel. Je vais juste mettre une chose. Les frites belges, Corinne. Les fritures, c'est pas bon, mais les frites belges, c'est ça. Ils sont blanchis à la vapeur, puis ils sont frites après. Différent. Mais ceci étant dit, un des critères qu'on oublie dans la transit intestinale, parce qu'il y en a 8, là, mais il y en a un que tout le monde a oublié, c'est que ça prend du gras pour avoir des selles en bon état. Ça en prend un lubrifiant quelque part. Et souvent, les gens qui ont de la constipation chronique, tu leur dis, OK, est-ce que tu manges? Tu regardes ce qu'ils mangent? Ben oui, mais ils sont où tes huiles? Rajoute-moi une à deux cuillères à table d'huile, littéralement, par repas, puis les sels sont corrects. Puis là, mange bien celle que tu veux, sauf trop d'oméga 6 dont on parlait tantôt. Alors, ton huile d'olive, ton huile d'avocado. C'est incroyable. C'est là où, oui, le gras, c'est bon pour la constipation. Ben oui, Sonia, c'est exactement ce que je dis. On a focalisé fibre, eau, fibre, eau. Oui. Un autre point, est-ce que tu bouges assez? C'est mécanique, cette affaire-là. Tu as des muscles en dedans, là. Est-ce que tu fais de l'activité physique? Est-ce que ton abdomen est tonique ou il est tout relâché? Ben, tout ça, il y a 8 critères. C'est quoi les 8? Les connais-tu? Je savais que tu me le demanderais. C'est un petit... J'ai fait un live là-dessus. J'ai un beau petit PowerPoint que j'ai développé. 8 critères. La quantité d'eau, la quantité de fibres, la quantité de mouvement.
Ça, c'est les trois premiers. La quantité d'huile, la quantité de bactéries, le microbiote. Puis là, on rentre dans les affaires un petit peu plus foquées. Le stress. Le stress, ça constipe. Et pour beaucoup de femmes, puis là, je spécifie femmes, aller à la selle, au bureau, ils veulent ça pas. se fait pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils constipent parce qu'ils ne se permettent pas d'aller à la selle quand ils en ont besoin. Fait que là, dans ce temps-là, pour déprogrammer ça, il faut prendre rendez-vous. Littéralement. À telle heure, le matin, après déjeuner, tu t'installes, tu t'attends. Ça vient pas, c'est pas grave, tu es là. Tu prends rendez-vous. Ben, à un moment donné, ça va venir. La posture. 80% de la planète n'a pas de petits bols en céramique en dessous de ses fesses. Ils sont accroupis. Et quand tu regardes la posture physique, quand ton bassin est plus bas par rapport à tes genoux, la posture du bassin change, c'est plus facile. Mettez donc un petit tabouret pour vos pieds. Surtout les femmes plus petites ou les hommes plus petits. Les grands jacks comme on s'en fout. De toute façon, je n'ai pas de problème, moi. Mais si vous avez un problème, on pense créatif. Il m'en manque un. Je suis en train d'oublier un truc. Il y a le stress qui est en deux parties. Là. Plus tu es stressé, tu peux être plus constipé ou plus diarrhéique, ça dépend. C'est incroyable, Jean-Yves. C'est parce que c'est comme un problème répandu. Là, oui! De les ballonnements et tout ça. Bon, on ne rentrera pas là-dedans parce que moi, j'ai posé une question et j'en avais plein. Quantité de gras qu'on devrait avoir. Parce que tu dis 100 grammes de glucides, mettons par jour, 30 mettons grammes par jour. On cherche un équilibre, puis ça dépend du but. Est-ce que c'est un but de perte de poids, c'est un but d'équilibre, c'est un but de vitalité, c'est un but de développer de la masse musculaire? Il y a toutes sortes de buts là, que tu peux mettre dans le paquet. On va cibler autour de l'équivalent de 2 cuillères à table d'huile ou 30 grammes de gras par repas, à peu près. Ça, c'est vrai pour l'adulte moyen. Rentrons l'autre aspect qui est l'appétit, qui est le type de gras qui te convient. Alors, par exemple, il y a des gras que tu n'es pas capable de manger. Bien, prends des gras que tu es capable de manger. Alors, si l'huile d'olive passe bien, mais que, mettons, le beurre ne passe pas, bien, mange-en pas du beurre, c'est tout. C'est pas grave, tu n'es pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Mais de dire que je dois être capable de voir le gras dans mon assiette, c'est un peu comme je dois être capable d'identifier la source de protéines. Oubliez les chiffres. Y a-t-il du gras dans mon assiette? Alors, revenons avec notre déjeuner caricatural. Toast au pain blanc, confiture, jus d'orange, café. Et il est où ton gras? Il n'y en a pas. Tu sais, quand j'étais petit, on mettait du beurre sur notre tranche de pain avant de mettre du beurre de pinot. C'était la norme. Puis à un moment donné, le beurre, c'est donc mauvais. Puis là, on a enlevé le beurre. Pourquoi? Tu sais, mes grands-parents mangeaient de la graisse de rôti, puis il n'y en a pas un qui est mort du cœur. L'huile MCT, est-ce qu'on peut en prendre à tous les jours? On peut en prendre à tous les jours. La question, est-ce qu'on veut manger de l'huile MCT? C'est un outil, c'est loin d'être une obligation, c'est un produit raffiné. Hein, c'est un produit transformé. Moi, j'en prends, mais la question, c'est que si vous rajoutez de l'huile MCT sur une diète standard, vous faites juste rajouter des calories. Ça ne sert à rien. OK. Même si on ne les compte pas, les calories, c'est l'image. Là où ça devient pertinent, c'est que si tu fais beaucoup d'activité physique, si tu as une alimentation faible en glucides, là, ces deux points-là, les MCT deviennent une source de ces fameuses cétones. Tu sais, les substances énergétiques qu'on fait quand on brûle du gras. C'est plus efficace de brûler des MCT ou des TCM parce que mon corps les prend plus vite pour faire des cétones. Donc, dans des trucs, si le but, c'est l'alimentation en prévention du déclin cognitif et des démences séniles comme l'Alzheimer, bien, l'MCT est utile. Mais il n'est pas utile tout seul. Utile dans un contexte d'une alimentation faible en glucides. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Tu te souviens qu'on a parlé la semaine dernière des TDAH? Fait qu'il y a eu beaucoup de parents qui demandent, bon, ils ont envie, ils ont le diagnostic, puis ils veulent prendre les ingrédients là, dont on a parlé la semaine dernière. Comment savoir quelle dose on donne? Oh boy! Ça, c'est bien difficile. En partant avec la notion que pour l'instant, j'ai presque pas, pour pas dire pas du tout dans certains ingrédients, d'études chez les enfants. Fait que là, on est vraiment dans un monde où j'ai pas le droit de dire que c'est utile. Je peux parler de mécanismes d'action, puis on peut postuler puis faire des essais-erreurs, en sachant que des ingrédients comme ça, en termes de danger, il n'y a vraiment pas grand-chose. En termes d'effets secondaires, il n'y a pas grand-chose. Alors, on est dans un monde où je m'excuse de dire que je n'ai pas la réponse.
Tu sais. Est-ce qu'on peut lancer une recherche nous-mêmes, des études avec accompagné d'un médecin? On pourrait tout à fait, puis ça passerait très facilement dans un comité d'éthique. Tu sais, moi, je travaille sur un comité d'éthique où on m'appelle à chaque fois qu'il y a un produit naturel, c'est mon dada, et très souvent, ben moi, je vais commenter, je vais critiquer les choses. Eux, c'est vraiment le comité Veritas IRB, pour les nommer. C'est une compagnie qu'on appelle pour valider tout le processus de recherche. Est-il conforme? Les autorisations, le protocole lui-même, comment on collecte les informations. Puis moi, j'arrive sur les substances, on peut-tu, on peut pas. J'en ai fait un, entre autres, sur une pâte à dents, par exemple, où il y a un ingrédient que les gens ne connaissaient pas. Bon, c'est dans mon dada, fait que, oui, c'est OK, puis je fais mon... Alors, on pourrait faire ça, concevoir, Pierre serait très bon là-dedans, concevoir un protocole d'étude sur un petit nombre, parce que tu n'as pas besoin d'avoir une immense note. Syndrome de bouche brûlante, vous êtes en carence nutritionnelle. Laquelle, il faudra jaser, là, consultation. Donc, mais je vais demander... tu peux le faire. Demande à Pierre, ça se fait. C'est long, par contre, parce que tu as tout le processus de préparation, d'approbation. Après ça, tu lances ton étude, excuse encore. J'aurais dû défaire ma maçonnerie. L'idée, c'est que tu as tout ce processus-là à faire. Puis après ça, recruter ton monde, faire l'étude, colliger les données, publier. Fait que tu as un processus de 2 ans devant toi. Recruter le monde, ça va être très facile. Et toi, si tu es là comme pharmacien, est-ce que, puis que l'enfant prend déjà un médicament, est-ce que toi, tu vas pouvoir être là pour... Certainement. Ça, c'est facile. Donc, je pense que ça... Écoute, je pense que ça serait super intéressant, tu vois. Ben oui. Il y a plusieurs personnes qui demandent c'est quoi ton... Donc, tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur l'alimentation, oui, c'est dans... En grande partie, c'est là-dedans. Pas toutes, là, parce que moi aussi, j'évolue dans le temps. Moi aussi, j'évolue dans le temps. Ben oui. J'ai fait un signet récemment avec ce que j'ai appris depuis janvier avec toi. Donc, Bon Stress, Bad Stress, vous allez le trouver sur notre site et dans nos maisons. Donc, et en Europe. Il est rendu en Europe, il est à la FNAC et compagnie. Oh oui, il est listé. Et ça va te prendre une étampe best-seller. Oui, ça s'en vient, là. Et c'est important de rappeler aussi que tu as sur ton site jydionne.com. Vous avez l'accès à des rendez-vous avec Jean-Yves personnel. Donc, une consultation avec Jean-Yves d'1h30 et tout le monde raffole de tes sont contents. Vous allez adapter à vous avec votre profil, vous envoyez vos tests, tout ça à Jean-Yves, puis il va regarder tout ça, puis il va vous expliquer, puis il va mettre la lumière. Oui, c'est un super livre à donner en cadeau. On est dans les cadeaux de Noël. Là. Oui, et tu as aussi sur ton site les webinaires. Donc, oui, j'en ai 16, là, des webinaires. La ménopause, tu sais, tout ça, parce que les gens veulent savoir quoi prendre pour la ménopause, pour s'aider en préménopause. Puis là, je vais me permettre un petit pitch publicitaire. Le 13 décembre, il y a un spécial qui apparaît. C'est-à-dire que je vais offrir pour la fin de l'année un rabais sur mes webinaires. Ben, c'est donc bien le fun. Fait que je vais l'annoncer. Vous êtes en primeur, là. Fait qu'à partir du 13 décembre, il y a un rabais avec un code. Puis là, ça vous donne 20 de rabais. Parce que tes webinaires, c'est autour de 30, 40 $. C'est la règle du pouce, c'est 30 du segment d'1h30. Et ça, alors il y a un module d'1h30, il y a des 2, il y a des 3. Tu sais, diète céto, c'est 3, maigrir, c'est 2, ménopause, c'est 2. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout mettre en 1h30, là. Puis que vous voyez que j'aime ça expliquer, fait que j'en mets beaucoup. Puis, ce qui est le fun dans mes webinaires, pas pour me vanter, c'est qu'au-delà de j'explique tout ça, tout ce que je dis, vous avez la feuille de référence. Tout est là. Et c'est un PDF avec des liens pour cliquer et aller lire d'où ça vient, les références. Alors, souvent, bon, c'est du discours technique, mais vous voyez que ce que je dis, c'est appuyé par quelque chose. C'est pas juste Jean-Yves, il pense comme ça. Et c'est bon parce qu'on navigue, tu sais, quand on est un peu dans l'alternative, un peu beaucoup, et dans les suppléments et dans cette approche-là préventive, il y a beaucoup on répand que ça ne sert à rien ou tout ça. Fait que c'est important de venir dire, ben non, écoute, la science est dans la... Si on finit sur ce point-là, là, ce que tu viens de dire là est tellement important parce que ce qu'on se fait dire, ce que j'ai appris à l'école, c'est laisse faire toute cette affaire-là, les gens ne le feront pas. Puis on maintient l'histoire que la majorité des maladies, c'est comme une roulette russe, ça tombe dessus. Non. Plusieurs, oui.
Tu sais, si tu fais pas une info, parce que ça, on a une bonne idée, mais une maladie de Lou Gehrig, je ne sais pas d'où elle vient, là, tu sais, puis c'est dramatique. Mais si tu fais un diabète, si tu fais la majorité des maladies chroniques, ce sont des maladies liées aux habitudes. Et un grand pourcentage, c'est ça, je l'avais lu ça dans le livre de Gaétan, de Ben Dr. oui, Brouillard, un grand pourcentage, ça se peut que ce soit autour de 75% des maladies pourraient c'est ce être qu'on dit. limitées par un style de vie adéquat. Absolument. Puis la recette des centenaires, c'est pas une affaire extraordinaire, c'est juste des banalités, mais faites tous les jours. Alors, je me Et couche de bonne heure tous les jours, je mange pas en excès, je prends un peu d'alcool, pas trop. C'est tout du... Puis ces gens-là passent par-dessus toutes les grandes catastrophes de la vie, puis se ramassent à 100 ans, puis tu regardes pour rire, tu sais. Mais sais-tu ce que je trouve? J'ai réalisé ça comme il y a 2 semaines, parce que les Blue Zones, ça me fascine. On pourra peut-être en parler la semaine prochaine, Oui. si on est là, mais j'ai l'impression qu'on crée virtuellement un Blue Zone. Nous, Ben, t'as bien raison, parce que moi, j'aime pas beaucoup les Blue Zones pour une raison, c'est on a pris des observations, on en a fait des règles, puis c'est un journaliste à la base de National Geographic qui a fait ça, puis là, il dit, il n'y a pas qu'à d'affaires, qui sont comme, c'est pas tout à fait vrai. Mais la modération, le type d'alimentation, on n'a pas de démonstration que manger végé, c'est mieux qu'une autre, là, pour l'instant. On a des présomptions, oui, mais on a toute la notion de ces gens-là mangent moins. Ils ont surtout un réseau social solide. Ils ont une valorisation de la personne âgée dans leur société, ce qu'on a. Tu sais, là, on a créé des mouroirs, puis on envoie nos mondes là-bas, puis bon. Mais on est vraiment dans une autre dynamique. Et il y a un mot japonais que j'aime beaucoup dans toute cette notion-là, c'est le ikigai, OK. qui se traduit par pourquoi tu te lèves le matin? Oh, C'est quoi ta wow. motivation? Puis justement, dans les Blue Zones, puis dans une autre, madame qui fait des conférences là-dessus, elle te raconte le pêcheur de 98 ans qui se lève tous les matins pour aller pêcher pour nourrir sa famille. C'est ça, son ikigai. Je m'en fous que ce soit ridicule pour un autre. Pour lui, c'est vital. L'autre, c'est la grand-mère, elle s'occupe de ses petits-enfants, puis elle a une petite garderie, puis elle est là tout le temps. Pour elle, c'est ça. C'est quoi qui fait que tu te lèves le matin? C'est quoi ta motivation de vie qui fait que tu passes par-dessus les épreuves? Parce qu'on en a toutes des épreuves. Je vous l'ai dit, la santé parfaite, ça n'existe pas. On a des épreuves. Mais c'est quoi qui fait que tu as la petite étincelle, puis qui fait que tu gardes le sourire pareil? Tous les vieux de 90 ans en montant qui sont moindrement intéressants, ils ont le sourire étampé d'en face, ils rient pour un rien, ils sont optimistes. Tu sais, c'est le verre trop trois quarts plein, merde. Tu sais, Et des yeux brillants. ben oui, ben oui. Ouais. C'est des Ouais, petites choses. et comme, ouais, en tout cas, c'est beau. On recommencera avec ça la semaine Avec prochaine. Merci, plaisir. Jean-Yves. Donc, jydion.com, pas C'est .ca. chez moi. Puis, bon stress, bad stress, vous allez le trouver chez nous. Ah oui, tout à fait. Et, Puis de alors, toute façon, c'est plus facile chez toi que chez moi parce que moi, c'est compliqué de livrer. ben, puis, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'en France, elle l'a acheté à la FNAC. Donc, oui, il est aussi en France. C'est très chouette. Hey, merci, merci, merci. Mange Merci, Jacinthe. bien. Merci à tout le monde d'être là. Et c'est possible de bien manger pendant les fêtes aussi, puis Ben pas oui. rouler après les repas. Et Mais c'est je vais juste pas- mettre une petite phrase. Oui. Un péché alimentaire, conscient et assumé, c'est correct. Ben oui, Mais c'est c'est le fun. occasionnel. Merci. Ciao, ciao. Salut.